Mai 1914, un paquebot canadien, l'Empress of Ireland, quitte Québec et fait route vers l'Atlantique Nord. Soudain, au milieu de la nuit, un épais brouillard s'abat. Il était si dense qu'il n'y voyait rien. Un second navire apparaît. Il a frappé de plein fouet. L'Empress of Ireland était prônée. 200 000 litres par seconde s'engouffraient à l'intérieur de l'Empress. C'était le chaos total. L'Empress coule en l'espace de 14 minutes. 1012 personnes sont mortes. C'était la lutte pour la survie dans toute son horreur. Qui est le fautif? 2 enquêtes officielles ont abouti à 2 conclusions divergentes. Et la vérité reste à établir. Nous sommes au Canada, dans la ville de Québec. Je suis John Chatterton. Et moi, Michael Norwood. Aux environs de 16h30, le 28 mai 1914, le paquebot Empress of Ireland quitte son quai situé à 2 pas d'ici. Moins de 10 heures plus tard, il gîte au fond du Saint-Laurent. Le Canada vient de vivre sa pire catastrophe maritime. Plus d'1 millier de personnes ont perdu la vie dans le naufrage. Ce naufrage fait la une des journaux et horrifie le monde. Tout juste 2 ans après le drame du Titanic, comment une catastrophe aussi semblable a-t-elle pu se produire? Malgré les améliorations apportées à la sécurité des paquebots, encore plus de passagers ont péri à bord de l'Empress of Ireland qu'à bord du Titanic. À ce jour, des centaines de corps gisent toujours dans l'épave, sous 45 mètres d'eau glaciale. Pourquoi cet accident a-t-il été aussi meurtrier? En 1914, le transport transocéanique est en plein âge d'or. Des millions de passagers traversent l'Atlantique, riches ou pauvres, immigrants ou hommes d'affaires. Ces voyages sont bon marché, agréables et en règle générale sûrs. C'était une période de haute technologie. La croyance de l'époque était que la science et la technologie étaient des développements merveilleux qui ne pouvaient qu'améliorer la vie des gens. Et durant les années précédant le naufrage du Titanic, personne n'avait de raison de penser le contraire. Au début du XXe siècle, vous aviez plus de risques d'avoir un accident à bord d'un train qu'à bord d'un paquebot. Les paquebots étaient considérés comme sûrs. Mais l'Empress of Ireland n'en est pas moins au fond du Saint-Laurent. Pour mieux comprendre le déroulement de ce drame, Michael et John veulent examiner un paquebot du même style. Ces navires à vapeur ne courent plus les rues, mais il en reste un dans le Michigan, le Keewatin. Voici la timonerie du Keewatin, un paquebot du début du XXe siècle. Il a vu le jour 1 an après l'Empress, dans le même chantier naval. Par conséquent, ces 2 bâtiments étaient très semblables. Le Keewatin ne mesure qu'à peu près la moitié de l'Empress. Aujourd'hui, c'est un bateau-musée. En se promenant à l'intérieur du Keewatin, Michael et John ont l'impression de remonter le temps et d'être à bord de l'Empress. Construit par la Canadian Pacific Railway, l'Empress of Ireland est l'un des joyaux maritimes de son temps. L'Empress of Ireland a été construit entre 1905 et 1906 et mis à l'eau en 1906. À l'époque, c'était le plus grand, le plus rapide et le plus luxueux des vaisseaux à naviguer sur le Saint-Laurent. C'était une période faste pour la navigation à vapeur. C'était le seul moyen de traverser l'Atlantique. Si vous vouliez venir dans le Nouveau Monde pour une raison quelconque, que vous soyez un diplomate dépêché en Amérique du Nord ou un immigrant venu exploiter une ferme, le seul moyen d'arriver outre-Atlantique était de prendre le bateau. Après le naufrage du Titanic, l'Empress subit des modifications visant à accroître la sécurité.
L'Empress of Ireland a été construit en 1906 et donc à l'origine, il n'avait pas assez de chaloupes de sauvetage pour accueillir tous ses passagers. Mais après le naufrage du Titanic en 1912, la Canadian Pacific a immédiatement installé des chaloupes supplémentaires, largement capables d'accueillir tous les passagers et tout l'équipage. Ici, sur cette photo de son essai en mer, on peut voir qu'il n'y avait que 4 chaloupes de sauvetage de chaque côté, des petites chaloupes en bois. Mais en 1912, suite au naufrage du Titanic, ils ont doublé le nombre de ces chaloupes. Et sur cette brochure, on voit qu'ils en avaient même placé en évidence sur le pont afin que les passagers voient que c'était un bateau sûr. Donc ils avaient vraiment prévu un grand nombre de chaloupes. Oui, tout à fait. Et ils mettaient cet aspect en avant. Exact. Quand l'Empress of Ireland quitte la ville de Québec, le ciel est dégagé. Mais tandis que les passagers s'installent pour la nuit, un épais brouillard apparaît. Et à 2 heures du matin, le Storstad, un charbonnier doté d'une proue renforcée, surgit de nulle part et percute l'Empress. Ce qui est frappant dans le naufrage de l'Empress of Ireland, c'est la vitesse à laquelle ce vaisseau a coulé. Parmi les rescapés, il y avait un membre d'équipage qui avait également survécu au naufrage du Titanic. Il a comparé ces deux catastrophes en disant que le Titanic avait sombré comme un bébé qui s'endort, tandis que l'Empress of Ireland avait coulé comme un cochon trébuchant dans un fossé. Même les navires qui ont capté le SOS n'arrivent pas à temps. On dénombrera plus de 1000 victimes. Mais que sont devenues toutes les chaloupes de sauvetage? Il est difficile de savoir exactement combien de chaloupes ont été mises à l'eau cette nuit-là, mais il y en a eu peu, et pas suffisamment pour toutes les personnes à bord. Dès que l'Empress a commencé à agiter, les chaloupes de bâbord et celles du pont supérieur sont devenues inutilisables. Il ne restait plus que les chaloupes de tribord. Et ces embarcations de 2200 kilos étaient difficiles à mettre à l'eau, même dans des conditions idéales. Alors, dans le noir, au milieu de la nuit, il est presque incroyable qu'ils aient réussi à en mettre certaines à l'eau. Si l'équipage avait eu plus de temps, plus de chaloupes auraient pu être lancées. Or, l'Empress of Ireland était dotée d'un système de sécurité qui aurait dû fournir ce laps de temps et peut-être même maintenir le vaisseau à flot, des compartiments étanches. L'Empress of Ireland, comme les navires de son époque, était conçu selon la règle des 2 compartiments. Si 2 compartiments étanches étaient inondés, le navire devait rester à flot. Sur le Keewatin, tout est à une échelle réduite d'environ une moitié. Et c'est ici, dans la chaufferie, que la proue brise-glace du Storstad a enfoncé la coque de l'Empress of Ireland et que l'eau s'est engouffrée. Qu'est-ce que cet endroit peut nous révéler? À voir cette salle, je me dis que si l'eau avait pu être contenue dans ce compartiment, le bateau serait resté à flot. Mais pour que l'eau soit contenue, ces portes étanches auraient dû être fermées. Si les portes étanches étaient fermées, pourquoi l'Empress of Ireland a-t-il coulé? Et ce n'est là qu'un des mystères qui attendent John et Michael. Nos détectives des profondeurs vont tenter de comprendre comment l'Empress of Ireland et le Storstad se sont percutés et pourquoi l'Empress of Ireland a coulé aussi rapidement. La collision s'est produite sur le fleuve Saint-Laurent à 1h55 du matin, le 29 mai 1914. Plus de 1000 personnes ont péri lors de cette terrible nuit. Pourquoi cet accident a-t-il coûté la vie à autant de gens? Cette question a une double problématique.
Primo, comment cette collision a-t-elle pu se produire? Quelles circonstances ont amené ces navires à se percuter? Et deuxio, comment cet immense paquebot de la taille d'un immeuble de 55 étages a-t-il pu sombrer tout juste 14 minutes après l'impact? Ces mêmes questions furent soulevées à l'époque de l'accident. Dans cette salle, le 16 juin 1914, soit 3 semaines après la catastrophe, le gouvernement canadien ouvre une enquête sur le naufrage de l'Empress of Ireland. Cette enquête est présidée par un Anglais, Lord Mersey. Il a été choisi pour son expérience. 2 ans plus tôt, il a supervisé l'investigation sur le naufrage du Titanic. L'enquête canadienne rejette la faute sur l'équipage norvégien du Storstad. Les Norvégiens décident alors de mener leur propre enquête. Et elle conclura que c'est l'équipage de l'Empress of Ireland qui est fautif. Était-ce politique? Y avait-il de la partialité? Que s'est-il réellement passé? En examinant la transcription de la commission d'enquête, John et Michael y découvrent un premier coupable, le brouillard. La catastrophe s'est produite au printemps, et cette saison est particulièrement dangereuse sur le Saint-Laurent. Quand de l'air chaud rencontre des eaux froides, d'épais brouillards se forment. Sur le Saint-Laurent, le brouillard est parfois si épais qu'on n'y voit rien autour du bateau. Quand l'Empress of Ireland quitte Québec, le capitaine Henry George Kendall est accompagné d'un pilote de rivière qui le guidera jusqu'à Father Point. Le pilote a été déposé à Father Point, puis le bateau est reparti à pleine vitesse. Sur l'Empress, cela représentait à peu près 17 nœuds, mais il fallait un peu de temps pour que cette vitesse soit atteinte. Puis le capitaine Kendall aperçoit quelque chose. Il a vu les feux d'un bateau signalés par la vigie. C'était des lumières vertes, donc situées à bâbord. Kendall estime que son cap l'a fait passer au-delà du point d'intersection avec la trajectoire de l'autre bateau. Il fait alors obliquer son navire à droite, le long d'une trajectoire parallèle à la rive, et qui le met en partance pour l'Atlantique Nord. Le capitaine Kendall a déclaré qu'il était courant de faire cette correction de cap à droite pour entamer la sortie hors du fleuve. Il pensait que le Storstad passerait au sud de son navire. Venant de la direction opposée, le Storstad va bientôt faire monter à bord son propre pilote de rivière. Selon les dossiers de la commission d'enquête, le capitaine du Storstad, Thomas Anderson, se retire dans sa cabine et confie le commandement à son second, Alfred Toftenes. Sur le Storstad, le capitaine en second Toftenes, qui était de quart, a cru voir les feux de bâbord de l'Empress et en a déduit que les 2 navires se croiseraient par bâbord. Le Storstad pensait que l'Empress était au sud de sa position et qu'il continuerait à descendre le fleuve en restant sur sa trajectoire. Soudain, une immense nappe de brouillard englobe les 2 navires qui ne peuvent absolument plus se voir. Sur le Storstad, Toftenes a ordre d'appeler son capitaine sur la passerelle de commandement en cas de brouillard. Mais il ne le fait pas. La commission d'enquête a déclaré que, dans ce cas de figure, où il suivait des caps à peu près parallèles, pour qu'il y ait eu collision, un des 2 navires a dû tourner. Et c'est exactement ce que le second du Storstad reconnaît avoir fait. Il a effectué une légère manœuvre vers la droite. Lord Mersey s'est saisi de cette révélation pour blâmer le Storstad. Affaire classée donc. La collision s'explique de façon simple. Mais peut-être trop simple, justement. Car même un second capitaine se serait gardé d'effectuer un virage à tribord de grande ampleur. John et Michael vont tenter d'en savoir plus sur la version norvégienne de l'affaire. Récemment, le journal de bord du Storstad a été retrouvé alors qu'il avait disparu depuis la commission d'enquête de 1914. C'est une preuve documentaire capitale qui a survécu à la catastrophe. Ce journal de bord a été envoyé à un musée proche des lieux du naufrage, à environ 150 000 nautiques au nord-est d'ici.
Nous allons visiter ce musée et étudier ce journal qui devrait apporter des éclairages sur cette affaire. En route vers ce musée, John et Michael font le bilan de ce qu'ils savent sur le charbonnier. Le Storstad avait un équipage norvégien. Et comme c'était un cargo, il ne se composait que d'une quarantaine d'hommes. Le Storstad faisait 135 mètres de longueur et comme il était rempli de charbon, cette nuit-là, il devait peser dans les 11 000 tonnes. L'Empress of Ireland était un très grand paquebot. Il mesurait 175 mètres et il était beaucoup plus grand que le Storstad. Alors comment le Storstad, qui était plus petit, a-t-il pu infliger de tels dégâts à l'Empress of Ireland? La structure du Storstad permet d'expliquer en partie la rapidité du naufrage. Généralement, un bateau est construit à partir d'une quille et d'une armature transversale. Mais dans les navires de type Isherwood, les principales cloisons et pièces d'acier liées à la quille étaient longitudinales, contrairement à ce qui se faisait dans les navires traditionnels. De cette façon, toute la structure du navire encaissait le choc en cas de collision frontale. C'était très solide et redoutable. John et Michael vont maintenant étudier le journal de bord. Nous sommes en compagnie de David Zenny. David est écrivain et c'est l'un des experts de l'Empress of Ireland. Nous disposons de traductions, mais ces carnets sont les documents historiques. Ce sont des fragments d'histoire. David Zenny leur explique que le journal fut très peu utilisé lors du procès et qu'il ne figure même pas dans sa transcription. C'était très surprenant que l'une des rares preuves documentaires qui étaient à disposition ait été aussi peu exploitée au cours de l'enquête. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que ça pourrait indiquer que l'affaire a été jugée d'avance? C'est une bonne explication. La commission était face à ce qui était pour eux des étrangers. Ils étaient face à un navire norvégien. Et Lord Mersey et les membres de la commission se sont largement rangés à l'avis de Kendall et de l'équipage de l'Empress of Ireland. C'est un aspect très présent au fil des témoignages. Dans une certaine mesure, c'était dû à la barrière de la langue. Et je pense aussi que ces gens s'en remettaient à la Canadian Pacific, car c'était une grande société. Elle n'était pas au-dessus des lois, mais elle était plus crédible. À votre avis, est-ce que cette enquête a été aussi complète qu'elle aurait dû l'être? Non, on a parfois l'impression qu'il ne posait pas les questions qui auraient pu élucider l'affaire. Mais en étudiant le journal de bord, John et Michael ne trouvent toujours pas de preuves tangibles. David, pour vous qui essayez de résoudre ce mystère, quel élément pourrait vous aider dans votre enquête? Dans l'idéal, j'aimerais voir ce qui se trouve au fond du Saint-Laurent. La question des portes étanches est cruciale et il serait très intéressant de se rendre sur l'épave pour découvrir si elles étaient ouvertes ou fermées. Encore et toujours les portes étanches. Les capitaines de la Canadian Pacific devaient respecter certaines règles. Et l'une d'elles était, en cas de brouillard, toutes les portes étanches doivent être fermées. Mais le capitaine Kendall n'a pas suivi cette règle. La transcription de l'enquête révèle que pendant que l'Empress of Ireland faisait route vers Father Point, elle a rencontré du brouillard en au moins 2 occasions. Dans sa première déposition, le capitaine Kendall a déclaré qu'il n'avait fermé les cloisons étanches qu'après la collision. Et d'autres témoignages le confirment. Lord Mersey a demandé « Dois-je comprendre que les portes étanches ne furent fermées qu'après la collision ?» Pas de réponse. Et le sujet n'a plus jamais été abordé avec Kendall. Après une collision, les portes étanches doivent être fermées rapidement. Mais c'est une entreprise difficile. Malheureusement, toutes les cloisons étanches devaient être descendues manuellement, contrairement au Lusitania par exemple, où une simple pression sur un bouton situé sur la passerelle pouvait fermer toutes les cloisons étanches électroniquement. Les marins ont dû se précipiter de là où ils se trouvaient jusqu'aux cloisons pour les fermer manuellement.
C'était assez compliqué. Pour certaines portes, il fallait se rendre sur le pont situé au-dessus de la porte et introduire la manivelle dans le sol avant de pouvoir actionner le mécanisme. Le bateau commençait déjà à agiter, et certains marins avaient pour tâche de descendre les portes d'une manière que l'inclinaison du navire rendait physiquement quasi impossible. Il devient de plus en plus évident qu'il faudra découvrir si les portes furent fermées à temps. John et Michael sont toujours au Canada, non loin des lieux du naufrage de l'Empress of Ireland. Ils savent que ce navire est entré en collision avec le Storstad dans un épais brouillard, mais ils ignorent toujours pourquoi il a coulé aussi rapidement. À présent, ils aimeraient observer l'épave par eux-mêmes. Mais au cœur de l'hiver canadien, il fait trop froid pour qu'ils puissent plonger dans le Saint-Laurent. Ils vont donc rencontrer 2 plongeurs canadiens qui ont accepté de les aider. Ils ont une grande expérience des plongées sur l'Empress of Ireland. Ils connaissent l'épave et ils connaissent ses dangers. L'un d'eux, Jean-Pierre Bouillon, a failli y laisser la vie. Il explique à John et Michael qu'un jour, alors qu'il explorait la cave à vin, il a ressenti une sensation de brûlure dans le cou avant de perdre le contrôle de ses jambes. Il était victime du mal de décompression. La meilleure image pour décrire ce phénomène, c'est de la comparer à une bouteille de soda qu'on agite avant d'ouvrir le bouchon. Le gaz se met alors à monter en formant de la mousse. Et c'est en gros ce qui se produit avec les plongeurs. Le gaz se reforme dans leur système sanguin et monte en bouillonnant. C'est très handicapant, très douloureux et souvent fatal. Jean-Pierre est parvenu à rejoindre la surface et ses partenaires l'ont transporté jusqu'à un caisson de recompression. En augmentant la pression à l'intérieur du caisson, les techniciens et le personnel médical peuvent simuler la profondeur. Puis le patient est lentement ramené à la surface en réduisant la pression à l'intérieur du caisson. Jean-Pierre a survécu, mais il était paralysé de la poitrine jusqu'aux pieds. Et ce n'est qu'au prix de mois de traitement en caisson, de physiothérapie et grâce à beaucoup de volonté qu'il a retrouvé l'usage de ses jambes. Mais malgré cette épreuve, il a refait de la plongée et il est retourné sur l'épave de l'Empress of Ireland. À présent, Jean-Pierre et son compagnon de plongée, Danny Saint-Cyr, vont apporter à John et Michael des réponses que l'on ne peut trouver qu'au fond de l'eau. Ensemble, ils vont essayer de déterminer si oui ou non les portes étanches étaient fermées. Nous sommes avec Danny Saint-Cyr et Jean-Pierre Bouillon. À eux deux, ils ont effectué près d'1 millier de plongées sur l'Empress. On vient de vous voir passer une porte étanche. Où est-on dans le bateau? On est à tribord et on franchit des portes étanches. Qui sont ouvertes? Oui. À tribord, elles sont toutes ouvertes. Absolument toutes. Oui. Ces portes se ferment en direction du centre du navire, c'est ça? Elles se ferment de l'extérieur du navire Vers le milieu du navire. D'accord. Donc, quand le bateau a commencé à agiter à tribord, les portes de bâbord avaient tendance à se fermer. Non. Mais pas les portes de tribord. Exactement. C'était contraire à la gravité. Oui. Donc le navire gîtait déjà quand ils ont essayé de fermer les portes. Et une fois le bateau incliné, il était devenu très difficile de fermer ses portes manuellement. Pas difficile. Impossible. La gravité jouait contre eux. Et ça a accéléré le naufrage. C'est pour ça qu'il n'a pris que 14 minutes. Jean-Pierre, de nombreux hublots ont été remontés. Étaient-ils fermés ou y en avait-il d'ouverts? Environ 25% étaient ouvertes et les autres étaient fermées.
Ah oui, ça fait beaucoup. Tous ces hublots ouverts ont dû jouer un rôle dans la rapidité du naufrage. Nous tenons de bonnes indications avec tout ça. Désormais, c'est certain. En dépit du règlement et pour une raison inconnue, le capitaine Kendall n'a pas fait fermer les portes étanches quand le brouillard est apparu. Et son équipage n'a pas été en mesure de toutes les fermer après la collision. C'est très sympa de leur part de nous faire partager ce qu'ils ont appris au cours de toute leur plongée. Hein, Mike? Je suis d'accord. Même si on avait pu plonger sur cette épave, on aurait mis beaucoup de temps à découvrir tout ce qu'ils ont appris au fil des années. Et franchement, ces portes étanches ouvertes m'intriguent. Les portes étanches n'ont été fermées qu'après la collision. Alors, que faut-il en déduire? Le capitaine a déclaré que pour éviter une collision, il avait fait stopper son navire et inverser les machines pour cesser d'avancer. Mais il n'a pas fermé les portes étanches. C'est incohérent. La version du capitaine Kendall commence à m'apparaître de plus en plus bancale. Mais du travail nous attend. Allons-y. C'est la jetée qu'on voit là-bas. Nous sommes à environ 1,5 km de Rimouski, dans le phare de Father Point. C'est ici que les navires entrants s'arrêtaient pour faire embarquer les pilotes de rivière qui devaient les aider à remonter le Saint-Laurent. L'endroit était souvent engorgé avec tous les navires entrants et sortants qui se concentraient dans ces eaux brumeuses. Le secteur est dangereux et ici, plus qu'ailleurs, il est essentiel d'observer les règles de sécurité. Il a déjà été établi que Kendall n'a pas suivi une des règles, fermer les portes étanches en cas de brouillard. Ce manquement amène à remettre en cause un autre élément clé de son témoignage. Kendall a déclaré que son navire était resté à l'arrêt pendant 8 minutes avant la collision. John et Michael pensent avoir trouvé des preuves qui permettront de vérifier son témoignage. Dans cette entreprise, le fait que Michael ait été inspecteur de Scotland Yard constitue un atout. Dans toutes les enquêtes auxquelles j'ai participé, une des premières choses que l'on faisait était de prendre une série de photos de la scène du crime. Et nous avons ici une série de photos qui offre une bonne vision de la proue du Storstad et des dégâts subis cette nuit-là. Ces photos sont très révélatrices. Il ne faut pas oublier que c'était une coque brise-glace. Elle était donc extrêmement résistante et rigide. Elle est presque tordue à angle droit. Pour que cette proue soit dans cet état, l'Empress of Ireland avançait forcément. L'Empress a tordu la proue du Storstad, jusqu'à ce que finalement, sous l'avancée de l'Empress et de la torsion, les deux navires se séparent. Les deux navires se séparent, laissant la proue pliée à angle droit. Ça signifie que Kendall n'a pas dit la vérité. Il a déclaré qu'il était à l'arrêt au milieu du Saint-Laurent, mais ce n'était pas le cas. Son navire avançait, et c'est ce mouvement qui a tordu la proue du Storstad. Sur la base de ces photos, on peut remettre en cause la version du capitaine Kendall. Il devient évident que l'enquête officielle présente des lacunes. Se contenter de rejeter la faute sur le Storstad est trop simple. La collision doit pouvoir s'expliquer autrement. John et Michael sont à Rimouski, où ils vont tenter de lever le voile sur le naufrage de l'Empress of Ireland. Nous sommes à l'Institut maritime du Québec, au bord du Saint-Laurent, où des gens du monde entier viennent apprendre la navigation. John et Michael vont assister à une simulation basée sur la version du capitaine Kendall. Nous sommes dans la timonerie de l'Empress of Ireland. Nous venons de déposer notre pilote de rivière et nous faisons route vers la mer.
Nous voyons le Storstad à l'horizon et nous pensons que nous pouvons tourner à droite et éviter sa trajectoire. Ça y est, nous tournons à droite. Du brouillard fait son apparition et englobe les deux navires qui ne disposent pas de technologie permettant de communiquer vocalement. Aucun des navires ne peut voir l'autre, ou quoi que ce soit d'ailleurs. Il y a de quoi être nerveux. Et je pense que les deux capitaines l'étaient. Le capitaine Kendall stoppe son navire et il va rester ainsi pendant 8 minutes. Tout à coup, le Storstad surgit hors du brouillard et le capitaine de l'Empress sait qu'il va être frappé à tribord. En émergeant du brouillard, les marins du Storstad découvrent l'Empress face à eux. La collision semble inévitable. Ils font machine arrière, mais la manœuvre a peu d'effet. Le second, capitaine Toftenes, sonne l'alarme. Le Storstad fait machine arrière. Son pont tremble. Et il percute l'Empress entre ses cheminées maintenant. Il déchire l'Empress comme un ouvre-boîte. Il perce un trou de 7 mètres de haut et de 4 de large. Des étincelles volent dans tous les sens. Une immense quantité d'eau se déverse dans la chaufferie de l'Empress. 200 000 litres par seconde s'engouffrent à l'intérieur de l'Empress. L'Empress se met à agiter car l'eau entre à toute vitesse. Des pianos, des cargaisons, des plats passent du côté tribord et accentuent son poids. Kendall a ordonné de préparer les chaloupes de sauvetage. Il a ordonné de lancer un SOS. Il a ordonné de fermer les portes étanches. Les marins libres ont été envoyés vers les ponts intérieurs pour réveiller les passagers. Mais pour la plupart, rien ne pouvait être fait. C'est allé trop vite. Les gens des ponts inférieurs étaient piégés. Ils ne savaient pas par où sortir. Il fallait qu'ils gravissent des escaliers inclinés. C'était impossible. C'était le chaos absolu. Puis les lumières se sont éteintes. La confusion et le désordre régnaient. Remplir les chaloupes de sauvetage était très difficile. Des chaloupes tombaient du côté bâbord sur des gens qui étaient dans des chaloupes déjà mises à l'eau. Des parties de la superstructure tombaient sur les chaloupes et les gens qui essayaient de nager. Et ensuite, l'eau a commencé à entrer par les hublots. Le bateau a pris plus d'eau et elle a envahi les ponts en montant. Le bateau a perdu sa stabilité verticale et il a basculé à tribord. Les deux cheminées ont heurté l'eau simultanément. Mais ensuite, il y a eu comme un répit. Monsieur et Madame Delamont, leur fille Lizzie et leur fils Arthur et Léonard étaient dans une cabine des ponts inférieurs. Ils ont réussi à gravir les escaliers inclinés pour rejoindre le pont du bateau. Ils avaient tous un gilet de sauvetage, à l'exception de Madame Delamont. En voyant cela, son fils Léonard a enlevé son gilet. Il l'a donné à sa mère. Et il a plongé par-dessus bord car il ne voulait pas que sa mère se sacrifie. C'est lui qui s'est sacrifié. Madame Delamont a lancé un cri déchirant. Il a couvert tout le reste. Ensuite, le bateau a basculé de façon soudaine et l'Empress, en l'espace de 14 minutes, avait disparu. Les marins du Storstad pensaient que c'était eux qui étaient en danger et ils se demandaient pourquoi l'Empress ne venait pas vers eux pour les secourir. Le capitaine Andersen a dit « Mais où est passé l'autre navire ?» Quand ils ont compris qu'il n'était pas en train de couler, ils ont commencé à s'inquiéter pour l'autre navire. Le capitaine Andersen et sa femme, qui se trouvaient sur le pont, ont commencé à entendre les gémissements et les cris des rescapés qui se débattaient dans l'eau.
Et le capitaine a immédiatement fait venir son équipage sur le pont pour mettre les chaloupes à la mer. Quand les chaloupes du Storstad sont arrivées sur les lieux de la collision, c'était la lutte pour la survie dans toute son horreur. Des gens étaient tirés vers le fond par les cheveux. Certains marchaient sur les autres pour tenter de garder la tête hors de l'eau. C'était une scène monstrueuse. Les gens qui ont réussi à grimper dans les chaloupes ont été chanceux. Ils ont pu être transportés à bord du Storstad. Beaucoup d'entre eux n'avaient quasiment rien sur le dos et ils ont été extirpés de l'eau telle qu'elle. Quand le capitaine Kendall est monté à bord du navire qui venait d'éperonner son paquebot, la première chose qu'il a dite au capitaine Andersen a été « Vous avez coulé mon navire ». Toute la difficulté de cette affaire est là. Comment concilier des versions contradictoires? Car à vrai dire, la simulation a apporté peu d'éclairage. John et Michael vont maintenant se tourner vers la meilleure amie du marin, la cartographie. Le capitaine Kendall a déclaré qu'après avoir été heurté, il avait essayé de mettre le cap au sud, vers la côte, pour y échouer son navire. Et il a soutenu que la dernière fois qu'il avait regardé son compas, l'Empress suivait un cap sud-sud-est. John et Michael vont commencer par examiner une image sonar qui donne la position de l'épave. Et ensuite, ils étudieront la carte marine dressée par le capitaine Kendall à l'attention de la commission d'enquête. L'Empress semble avoir une orientation nord-nord-est. Qu'est-ce que ça vous inspire, David? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Kendall a affirmé qu'il avait dirigé son navire sud-sud-est pour l'échouer sur la côte. Alors, comment s'est-il retrouvé dans cette position? Sachant qu'à mon avis, il n'a pas pivoté en descendant vers le fond. Certes, les marées ont une action. Les courants peuvent remuer une épave. Mais je n'ai jamais entendu parler d'une épave qui ait changé de direction après avoir touché le fond. Ce qui serait plausible, si l'Empress était totalement immobile, ce serait que le Storstad, en éprenant l'Empress, les poussait dans cette direction. Mais dans ce cas, pourquoi le capitaine Kendall a-t-il affirmé qu'il avait mis le cap au sud-sud-est? Tout cela vient étayer l'idée selon laquelle l'Empress traversait le fleuve et se dirigeait vers le nord, et non pas vers le nord-est, en descendant le fleuve. Il passe maintenant à la carte de Kendall. Reprenons depuis le début. Montrez-nous où l'Empress a débarqué le pilote de rivière. Voici la trajectoire initiale de l'Empress, en direction du nord-est. Et le Storstad est ici. Le Storstad pénètre vers Father Point en suivant une route maritime très encombrée. Voici la station de pilotage de Father Point. L'Empress y dépose son pilote et repart à toute vapeur pour atteindre 17 nœuds. L'idée, bien entendu, est de s'éloigner de la côte et de se positionner pour la sortie de l'estuaire. Ok, donc si le navire entrant allait à la station de pilotage, quand Kendall a vu ces lumières, qu'a-t-il vu en premier? Les feux de tête de mât, non? Oui. Et c'est à cet endroit que le capitaine Kendall a tourné. Donc, selon Kendall, ce virage était destiné à lui donner une trajectoire parallèle à la côte. Oui. Je n'aime pas cette idée de Kendall virant à tribord. Moi, j'aurais voulu virer à bâbord pour me diriger vers le large et m'écarter du trafic, surtout s'il y avait un risque de brouillard. Alors, pourquoi est-ce qu'il a rectifié son cap pour rester dans un secteur où il savait que des navires entrants se dirigeaient vers la station de pilotage? Ça n'a pas de sens. Ici, on a la trajectoire du Storstad. Selon le capitaine Kendall, à proximité du point de collision, le Storstad aurait effectué un virage extrêmement sec et parcouru près d'1,5 km pour rejoindre l'Empress. Cette manœuvre impensable apparaît ici. Ça fait presque un virage à 90 degrés. Kendall suggère que le Storstad aurait quasiment viré à angle droit. Et pour frapper une cible immobile, car il prétend que son navire était arrêté. En effet. Mais au regard des photos de la proue du Storstad, on peut douter que le navire de Kendall ait été immobile. C'est un virage très abrupt. Il aurait fallu qu'il aille à tribord toute pour tourner de cette façon. Ça me semble difficile à croire. Mais si l'Empress n'est pas resté à l'arrêt 8 minutes, et si le Storstad n'a pas effectué cette manœuvre, que s'est-il réellement passé ?
L'enquête touche à sa fin. Nos détectives savent maintenant pourquoi l'Empress of Ireland a coulé aussi rapidement, et il leur reste à trouver des théories susceptibles d'expliquer les causes de la collision avec le Storstad. David Zeny leur expose une hypothèse émise par l'écrivain James Crowell. Quand Kendall a ordonné le changement de cap à droite, le timonier a été négligent. Il a fait obliquer le bateau un peu trop à droite et la lumière rouge de l'Empress est devenue visible depuis le Storstad. Voyant cette lumière, les Norvégiens ont cru qu'ils allaient se croiser par bâbord. C'est une possibilité. Ou alors, Kendall a viré à bâbord pour s'éloigner du trafic et provoquer la collision en exposant son flanc tribord au Storstad. Pour moi, le plus plausible, c'est qu'il a viré à bâbord pour partir vers le large et s'éloigner des encombrements. Bon, donne-moi un coup de main, John. Tu fais l'Empress et moi le Storstad. On s'approche, tu es trop près des côtes, tu crains pour ta sécurité car le brouillard est apparu, et tu vires au milieu de l'estuaire. Boum! En plein au milieu du flanc tribord. Je poursuis dans cette direction. Tu te décroches, et pour finir, quand je coule, dans quelle direction suis-je orienté? Nord, nord-est. Comme l'Empress repose aujourd'hui. Messieurs, je crois qu'on tient quelque chose. Les circonstances exactes de la catastrophe ne seront peut-être jamais connues, mais il apparaît de plus en plus clairement que la commission dirigée par Lord Mersey a laissé d'importantes zones d'ombre. Rejeter l'entière faute sur le Storstad était pour le moins injuste. Pourquoi? Tout d'abord, le témoignage du capitaine Kendall est contredit par des preuves physiques. Et le résultat de son jugement est contestable, car il a lui-même reconnu qu'il n'avait pas fermé les portes étanches avant la collision. 90 ans après les événements du 29 mai 1914, on est en droit de suggérer que le Storstad n'était pas l'unique fautif. Le rapport de la compagnie établi en juillet 1914 a conclu que l'Empress semblait s'en être tiré à bon compte et que le capitaine Kendall devrait se voir offrir un travail à terre. Et pour ce qui est de la rapidité du naufrage, nous savons à présent que l'Empress of Ireland a coulé aussi vite parce qu'il avait été frappé au pire endroit par un navire doté d'une proue renforcée et qu'il n'a pas pu profiter des portes étanches qui auraient dû être fermées. Bien que l'équipage de l'Empress of Ireland et en particulier Henry George Kendall ait été disculpé par la commission d'enquête, les conclusions de la commission mentionnaient qu'il aurait dû ordonner la fermeture des portes dès l'apparition du brouillard. La rapidité du naufrage, alliée aux difficultés rencontrées pour mettre les chaloupes à l'eau, ont largement contribué au terrible bilan humain de la catastrophe. Nous en savons peu sur les sentiments du capitaine Kendall après la commission d'enquête. Il a écrit une autobiographie, mais sans mentionner le naufrage de l'Empress of Ireland, si ce n'est pour dire que c'était un événement trop douloureux pour qu'il puisse en parler. Peu après le naufrage, la Canadian Pacific lança une opération de récupération. Les plongeurs remontèrent des sacs de courrier, des millions de dollars en argent et quelques-uns des corps. Mais l'opération eut un coup. Le premier plongeur à avoir péri sur l'Empress était un plongeur professionnel nommé Edward Cossabum. C'était un scaphandrier américain embauché à l'occasion de cette opération. Il portait une combinaison très encombrante, lestée aux pieds, tout un harnachement et un casque. Cossabum a perdu l'équilibre et glissé le long de l'épave pour atterrir 20 mètres plus bas. Et en gros, ses organes et sa chair ont été arrachés à ses os à cause de cette augmentation de pression très rapide. Le poids de l'océan l'a pour ainsi dire écrasé. 5 autres plongeurs mourront sur l'épave. La vérité que l'Empress a à nous apprendre est peut-être qu'aucune expédition maritime ne peut être totalement sûre. Et peut-être doit-il en être ainsi. À propos de l'Empress of Ireland, le romancier Joseph Conrad écrivit « Aussi longtemps que les hommes voyageront sur l'eau,
Les dieux des mers prélèveront des vies. Ce naufrage reste la plus grande catastrophe de l'histoire maritime du Canada. Une tragédie comparable au Titanic, mais que peu de gens connaissent. Car 2 mois après le naufrage, la Première Guerre mondiale éclate, la der des der. Et tout à coup, il n'y a plus de place dans les gros titres pour l'Empress of Ireland.